j'ai fait face avec lui à des crises difficiles et j'ai su que l'éclat de son début n'avait pas menti. Il tenait tout ce qu'il avait promis et il tenait même davantage. Il alliait la sagesse à la fermeté et à une certaine intrépidité audacieuse et aventureuse. Il avait le scrupule de la réflexion intérieure et l'esprit de décision. Tout en lui respirait la noblesse de la pensée, le désintéressement, la loyauté, le courage, l'amour du bien public. Quel admirable instrument, façonné d'avance pour les plus grands postes de la vie nationale. Il en a été payé par l'envie, par la calomnie, par l'outrage, par un arrêt qu'on a cru rendre infamant, par un long emprisonnement, enfin par un assassinat si lâchement et si minutieusement perpétré qu'on n'en connaît encore ni le lieu exact, ni les circonstances. Jusqu'à quelle aberration peuvent donc atteindre le fanatisme et la haine? La France avait-elle donc tant d'hommes à perdre? Jean Zay reste de ceux, comme Georges Mandel, comme mon pauvre Mars Dormois, dont tombera aussi dans quelques jours le sanglant anniversaire, qui laisse une place vacante et voilée dans la France d'aujourd'hui, dans la France qui aspire à renaître, mais qui n'a encore ni pensé toutes ses plaies, ni rompu tous ses liens. Nous entretiendrions son souvenir s'il en était besoin, mais il n'en sera pas besoin. Son souvenir durera de lui-même. Jean Zay vivra par sa personne, par son œuvre et par son martyre. Le peuple français n'oubliera ni ce qu'il était, ni ce qu'il avait accompli si jeune encore, ni ce qu'il a donné, ni ce qu'il a souffert. Les mots de Léon Blum, qui viennent de résonner symboliquement dans ce square des grands principes républicains, témoignent, s'il en était encore besoin, de la place de Jean Zay dans la République et de l'affection qu'il suscitait. Jean Zay naît à Orléans le 6 août 1904. Il est issu d'une famille juive alsacienne. Son père fut le directeur du quotidien radical Le Progrès du Loiret. Sa mère, protestante, exerce sa profession d'institutrice. Il baignera dès sa jeunesse et par tradition familiale dans une atmosphère laïque et républicaine. Favorisé par ce milieu culturel et progressiste, il fait de brillantes études. Élève au lycée de garçons à Orléans, il y fonde un journal lycéen et obtient un prix de composition de littérature française au concours général en 1922, puis un prix de philosophie en 1923. Pour payer ses études de droit, il devient journaliste au sein de la rédaction du Progrès du Loiret. En 1925, il adhère au Parti radical, suivant ainsi les convictions de son père, qui en est un des piliers dans le département du Loiret. Viscéralement et affectivement attaché à la République, fervent défenseur de la laïcité, franc-maçon, membre du Grand Orient de France, Jean Zay adhère dès le début de ses études secondaires aux jeunesses laïques et républicaines. Il sera membre de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen et responsable de la Ligue de l'enseignement.
En 1928, il devient avocat et s'inscrit au barreau d'Orléans. En 1932, à 27 ans, Jean Zay est élu député du Loiret et sera élu conseiller général de ce département. En 1936, il sera nommé dans un premier temps sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil. Réélu député dans la première circonscription du Loiret, à l'occasion des élections législatives, il est nommé le 4 juin 1936, à 32 ans, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts dans le gouvernement de Front populaire de Léon Blum. De son passage à la tête de ce ministère, il faut retenir des réformes importantes. La création des 3 degrés d'enseignement primaire, secondaire et supérieur. L'unification et l'harmonisation des programmes. La prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans. Les classes d'orientation. Les activités dirigées. Les enseignements interdisciplinaires. La reconnaissance de l'apprentissage. Le sport à l'école et la mise en place d'un après-midi réservé au plein air. Les œuvres universitaires. Le développement de l'enseignement technique, le développement des cantines, l'augmentation des bourses, la mise en place d'une politique de construction de nombreux groupes scolaires, la mise en place de la médecine préventive à l'école et le développement des colonies de vacances. Au titre des Beaux-Arts, Jean Zay initiera le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, le Musée national des arts et traditions populaires, le concept du musée d'art moderne, la réunion des théâtres lyriques nationaux, une ambitieuse politique de développement des bibliothèques et notamment des bibliobus. Il sera à l'initiative de la législation sur les droits d'auteur. Il proposera la création de l'École nationale d'administration, l'ENA. Il redressera et valorisera la comédie française et sera à l'origine de la création du Festival de Cannes. Le 2 septembre 1939, Jean Zay démissionne pour rejoindre l'armée. Son courage et son dévouement au sein de l'armée sont attestés par ses chefs militaires. En juin 1940, il rejoint Bordeaux pour participer à la dernière session du Parlement qui s'y est replié avec le gouvernement et qui débat de la question d'un abandon de la métropole aux troupes allemandes et d'un éventuel transfert du gouvernement français en Afrique du Nord. Le 10 juin 1940, les parlementaires, sénateurs et députés réunis à Vichy voteront et donneront à une large majorité les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Jean Zay, refusant cette fatalité, fera partie des 27 parlementaires qui embarqueront à bord du Massilia. Arrêté à Casablanca le 15 août 1940 pour désertion devant l'ennemi, il sera renvoyé en métropole et interné le 20 août 1940 à la prison militaire de Clermont-Ferrand. Il sera victime, à partir de ce moment-là, et pendant de nombreux mois, d'une campagne de presse orchestrée par la propagande du gouvernement de Vichy et la cible de violentes attaques antisémites. Il représente, pour le régime de Vichy, tout ce qu'il faut abattre. Jean Zay est républicain, Jean Zay est juif, Jean Zay est franc-maçon, Jean Zay refuse la collaboration, Jean Zay aime et croit en la France. Le 4 octobre 1940, il sera condamné par le tribunal militaire siégeant à Clermont-Ferrand pour désertion en présence de l'ennemi. Le 7 janvier 1941, il est incarcéré à la maison d'arrêt de Riom, dans le département du Puy-de-Dôme. L'histoire de Jean Zay se confond et trouve ses similitudes dans ce que vécut un autre juif, un autre républicain, un autre amoureux de la France, une autre victime de l'antisémitisme, un certain Alfred Dreyfus. Ils auront l'un et l'autre subi les mêmes outrages. Ceux qui criaient à mort Dreyfus sont les mêmes qui assassineront Jean Zay, Georges Mandel et pousseront au suicide Roger Salingro. S'il y a quelque chose à retenir de Jean Zay, c'est son action à l'éducation nationale. S'il y a quelque chose à retenir de cette triste période, c'est ce que fut le régime de Vichy. Vichy, ce fut le statut des Juifs. Vichy, ce fut le port de l'étoile jaune. Vichy, ce fut la rafle du Veldiv. Jean Zay sera assassiné par la milice
le 20 juin 1944 à Molles, dans le département de l'Allier. Il sera réhabilité de façon posthume le 5 juillet 1945 par la Cour d'appel du tribunal de Riom, qui annulera le jugement du 4 octobre 1940. Il sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume le 7 mai 1946. Sur décision de François Hollande, président de la République, les cendres de Jean Zay ont été transférées au Panthéon le 27 mai 2015. La République honorant ainsi à la fois l'un de ses plus fervents défenseurs et un de ses plus grands serviteurs. S'il fallait trouver une épitaphe à Jean Zay, on aurait pu y inscrire simplement « Il a aimé la République ». Je vous remercie. Intervention de M. Xavier Lanaï, maire d'Arès. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président de la République, Monsieur le sénateur Alain Casabonne, cher Alain, Monsieur le vice-président du Conseil régional représenté ici par cher Jean-Louis Dambrini, Madame la conseillère départementale représentant Jean-Luc Glaise, président du département Marie Récalde, chère Marie, Monsieur le président de la Coban était parmi nous tout à l'heure, Bruno Lafont, Mesdames et Messieurs les maires des communes du bassin d'Arcachon et des villes voisines, Mesdames et Messieurs les adjoints, conseillers municipaux de la ville d'Arès, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal des jeunes, Monsieur le représentant de la gendarmerie, Mesdames et Messieurs, ma commandante, de la gendarmerie, de la police municipale, des pompiers, de la protection civile, de la SNSM, Madame la Présidente et Messieurs les Présidents des associations patriotiques, chère Hélène Mouchard-Zé, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Très heureux, Monsieur le sous-préfet, de vous accueillir une nouvelle fois, de vous accueillir en ce lieu que vous aimez particulièrement, je le sais, et merci d'être toujours à l'écoute des élus du territoire. Très heureux et très touché, Monsieur le Président de la République, de votre présence aujourd'hui, ici à Arès, pour honorer Jean Zay. C'est vous, Monsieur le Président, qui avez décidé le transfert des cendres de Jean Zay au Panthéon. C'est vous qui, d'une certaine façon, avez remis Jean Zay à sa juste place. Très heureux et très ému, chère Hélène Mouchard-Zé, de vous accueillir ici, à Arès, dans ce square, pour honorer un grand monsieur qui était votre père, Jean Zay. Jean Zay, voilà un nom qui symbolise ce lieu. Voilà bien un nom qui symbolise les grands principes républicains. Voilà bien un nom qui symbolise la République. Voilà bien un nom qui symbolise le patriotisme. À l'évocation du nom de Jean Zay, on pense au Front populaire, bien sûr. On pense à l'école, qu'il réforma. L'école pilier du savoir et de la République. On passe aussi à cette intolérance et cet antisémitisme, ce poison dont il fut la victime. Son parcours, ses idées, ses combats, sa façon d'être et d'exercer le pouvoir, ses écrits et même sa cruelle fin, tout en lui respire la République. Chacun a son Jean Zay. Je veux pour ma part retenir deux visions de Jean Zay, les valeurs et la culture. Défendre l'un, c'est défendre l'autre. C'est l'égalité que vous avez choisie, chère Hélène, pour accompagner le portrait de votre père dans ce square. Mais Jean Zay peut incarner toutes les valeurs de la République. La liberté. Il s'engagera pour elle, pour la défendre, pour descendre un pays qu'il aimait profondément. Parce que la France, berceau des droits de l'homme, c'est avant tout, pour Jean Zay, la liberté. La fraternité. Elle comptera pour lui lorsqu'en 1936,
au sein du gouvernement du Front populaire, il sera favorable à l'aide de la France aux républicains espagnols victimes du franquisme. La laïcité, elle était essentielle pour Jean Zay. C'est un engagement de longue date, je dirais une conviction filiale qu'il tenait de son père et de son éducation. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, mais de respecter l'autre. C'est une valeur émancipatrice. Et quoi de mieux que l'école pour émanciper? Le combat de Jean Zay, c'était l'école pour tous. La laïcité, c'est le respect de tous. Jean Zay était un humaniste. Il croyait en l'homme, en l'amélioration de l'homme. Sa conviction à lui, sa vision de la société, passait par l'école. En acceptant le ministère de l'Éducation nationale en 1936, Jean Zay s'était donné pour mission de réformer un système qui, à l'époque, il faut le dire, était profondément inégalitaire et soumis aux pesanteurs sociales. Jean Zay était aussi ministre des Beaux-Arts, donc de la culture. Là aussi, il donnera la pleine mesure de sa volonté de réformer, de structurer et de faire avancer la société par la culture, qui elle aussi est émancipatrice. L'action de Jean Zay sur la culture a été rappelée dans son parcours il y a quelques instants. Il voulait démocratiser l'accès à la culture. Il ouvrira aux citoyens les musées, les bibliothèques, les théâtres, tous ces lieux qui émancipent. Il soutiendra la création, c'est à lui que l'on doit, cette référence culturelle qu'est le Festival international du film de Cannes. Ici à Arès, nous attachons une grande importance à la culture pour tous, celle qui questionne, celle qui rassemble, une culture semblable à celle que voulait Jean Zay, une culture proche des citoyens, avec les citoyens. Monsieur le Président, merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour accueillir dans ce square ce grand républicain qui était Jean Zay. C'est à vous que nous devons le transfert au Panthéon de Jean Zay. Par ce geste, vous avez voulu rappeler à la fois le parcours de ce grand humaniste, de ce grand serviteur de l'État qui était Jean Zay. Vous avez voulu rappeler la chose essentielle qui nous rassemble toutes et tous, ce lien qu'est la République. Merci à vous, chère Hélène, d'avoir accepté de partager votre père avec les Français. Il appartient aujourd'hui à la nation et à la République. Il figure dans ce lieu symbolique qu'il va partager avec Voltaire, Victor Hugo, Jean Jaurès, Jean Moulin et tant d'autres. Il a rejoint le temple des valeurs, celles vers lesquelles on se tourne, ou vers lesquelles on devrait se tourner, pour combattre certains maux de la société. Monsieur le Président, un petit mot sur la ville qui vous accueille aujourd'hui et sur ce lieu. Sur Arès, je serai bref, court et concis. Chacun ici connaît la formule. Vous êtes ici, Monsieur le Président, sur la plus belle ville du bassin d'Arcachon. Et je rajouterai avec le soleil. Vous le constaterez vous-même, Monsieur le Président, à l'inverse des communes du nord de la France, ici à Arès, on ne pleure qu'une fois, c'est en la quittant. Jean-Louis Debré, lors de sa venue dans ce square, lança même une proposition que demain, nous devenions le bassin d'Arès. Je dois bien avouer que la proposition, si elle me flatte, je comprends qu'elle puisse contrarier mon collègue Yves Foulon, maire d'Arcachon. La France est un beau pays qui recèle de nombreuses communes et de nombreux endroits où règne la douceur de vivre, le charme et l'authenticité. Arès est incontestablement en tête de ce classement. Nous serions, cependant, mais cela reste à vérifier, légèrement devancés par une seule commune en France, Tulle. Chef-lieu du département de la Corrèze, allez donc savoir pourquoi. Plus sérieusement, Monsieur le Président, merci pour votre présence aujourd'hui à nos côtés. Vous êtes ici à Arès, chez vous. Il y a cette magnifique vue sur le bassin d'Arcachon, bientôt le bassin d'Arès.
Il y a cette douceur de vivre et ce charme de l'authenticité que nous nous efforçons de préserver. Vous y serez accueillis par des gens authentiques, sympathiques et accueillants. Vous y croiserez souvent le représentant de l'État, sous-préfet d'Arcachon, qui se trouve à vos côtés, et lorsqu'il peut s'échapper de ces pesanteurs que représente sa charge, il a parmi ses destinations privilégiées Arès. Et puis il y a ce lieu, ce square des grands principes républicains. C'est un lieu de vie et de culture qui se veut pédagogique, lieu de mémoire, de réflexion, de citoyenneté, qui retrace les combats, les parcours, les luttes et les engagements de ces femmes et de ces hommes qui firent avancer la République. Les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Des grands noms dont nous nous devons d'entretenir le souvenir et l'histoire. Jean Moulin, Lucie et Raymond Aubrac, Robert Badinter, Michel Debré, Charles de Gaulle, Arnaud Beltrame, Jacques Chaban-Delmas ont contribué à la fois à faire la grande histoire et ce qui fait le ciment d'un peuple et d'une nation, la République. Aujourd'hui, ce square accueille à nouveau un grand républicain. Entrez ici, monsieur le ministre Janzé, dans ce square des grands principes républicains, ici, à Arès, on va entretenir votre souvenir. Vive Janzé, vive la République, vive la France. Intervention de monsieur Alain Casabonne, sénateur de la Gironde. Que dire après tout cela? D'abord, merci. Merci, monsieur le maire, monsieur le président, notre président, madame, avec qui je parlais tout à l'heure de son père. Et on a évoqué la façon tragique dont il a été tué, puisqu'on m'avait fait croire qu'en réalité, il allait retrouver des résistants. Monsieur le préfet d'Arès, j'ai bien compris. Monsieur le préfet d'Arès, pardon. Monsieur le représentant de la région, cher ami de Mérignac, représentant aujourd'hui le président du conseil départemental. Mesdames et messieurs, alors c'est là que c'est dangereux parce qu'on est sûr d'oublier quelqu'un. Les porte-drapeaux, les représentants des forces militaires, gendarmerie, police, les représentants des associations, des élus. Je suis particulièrement heureux de venir aujourd'hui. D'abord, j'ai pu constater une chose, c'est qu'avec toutes les qualités de reste, tu en as oublié une. C'est une ville dans le vent. Et l'autre remarque météo, et j'adresse à M. le Président de la République, c'est qu'il a fait enfin taire cette injuste rumeur qui disait que lorsque le président Hollande est là, la pluie est à venir. Merci, Président, de nous avoir redonné le soleil et l'esprit. Plus sérieusement, lorsqu'on évoque ce cadre ici, j'ai eu le plaisir d'y venir plusieurs fois et j'essaierai d'y venir chaque fois parce qu'il y a un symbole. Et je vois derrière tout ça le fait qu'on honore des personnalités exceptionnelles. Je me suis souvent interrogé, pourquoi devenaient-elles exceptionnelles? Bien sûr, elles ont fait don de leur personne à la France, dans des circonstances parfois violentes, parfois simplement par le fait d'avoir travaillé pour la République et la nation pendant toute leur vie. Et si je faisais le tour ici de ceux qui sont là, commençant par les anciens combattants, vous avez souffert, vous avez perdu des amis, et vous êtes là par solidarité, et également pour porter un message et assurer une mémoire. Il y a des forces de police, et on ne leur rend jamais trop assez hommage, d'assurer notre sécurité. Il y a des présidents d'associations qui, au quotidien, que ce soit dans la, comment on appelle ça, dans la, je cherche le mot, caritative, que ce soit de manière caritative, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, sont là aussi pour aider leurs concitoyens. Il y a les élus, monsieur le maire, tous les élus, maires, conseillers municipaux. Alors je rappelle qu'il y a eu en 6 mois 200 démissions de maires en France, ce qui montre bien combien leur charge est difficile. Le président du Sénat aime rappeler que vous êtes, messieurs les maires, mesdames les maires, à portée d'engueulade. Et c'est vrai. Et ceux qui ont démissionné, pourquoi l'ont-ils fait? Ils ont rappelé que pour 2 raisons. 1, la charge des règlements, monsieur le président, vous le savez comme moi,
9000 lois, 550 000 circulaires, décrets, arrêtés, et à côté de ça, la pression des habitants qui est devenue violente. Voilà pourquoi ils ont démissionné. Donc tout ça nous incite donc à continuer à travailler pour la République. Et les personnes que nous honorons, elles ont été, pourquoi, au-dessus de nous? Parce que souvent, elles ont été amenées involontairement à faire le sacrifice de leur vie. Et je crois que c'est ce message que vous voulez porter ici à Reims, et c'est bien. Et c'est pourquoi je suis toujours fier de venir là. Alors, je parlais des élus locaux, les parlementaires sont moins touchés par la pression. Le président de la République, il est très touché. Parce que tout ce qui arrive au président de la République est important. Et j'ai revu l'autre jour le film Novembre, monsieur le président, où on voit votre engagement par rapport aux attentats et la façon dont vous avez conduit. Et là aussi, il y a ceci de faire passer à la population ce message. Qu'il faut par rapport, que ce soit aux attentats, que ce soit à la guerre, que ce soit aux attaques de la République, il faut être inflexible et ce message, il faut le porter. Et ce que j'aime ici, c'est que vous l'avez porté aussi au travers de vos jeunes du conseil municipal. J'avais parlé avec eux l'autre jour, ils voulaient visiter le Sénat. Il n'y a aucun problème. S'ils veulent, on trouvera la date. Mais surtout, ils étaient porteurs de ces valeurs, et c'est ce qui pour moi est l'essentiel. Transmettre ces valeurs. Et tout ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cela. Transmettre ces valeurs au travers d'un exemple. Je ne veux pas rappeler ce qu'a été votre père, parce que ça a été dit longuement, ça va être redit, mais je crois que c'était mérité, et ça porte bien que ce qui fait ça, c'est ce supplément d'âme qui permet à des êtres humains, qu'ils soient élus, pas élus, qu'ils soient importants, moins importants, de porter ces valeurs et de les défendre. Et demain, les jeunes, vous allez avoir un combat particulier. Il y aura bien sûr le problème de sécurité, on voit la menace en Ukraine, on évoque demain l'Asie, mais il y a une autre menace qui porte aussi atteinte à votre capacité peut-être d'être humain. C'est le danger que j'appelle moi le danger informatique. Le danger informatique, il est pour moi une forme qui était décrite par Alexandre Dumas, père, lorsqu'il évoquait l'argent, il disait c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Et c'est exactement la même chose pour l'informatique. Aujourd'hui, on vous amène à ne plus réfléchir, vous avez les algorithmes qui vous disent que la Terre est plate, et il y a un grand danger pour la jeunesse là-dessus. Et je crois que nous avons tous une mission pour leur dire attention, demain, vous aurez également à réfléchir par rapport à ça. Ça fait partie de votre liberté, et cette liberté vous permet de défendre les grandes valeurs. Soyez à l'image de nos ancêtres et ceux que nous fêtons aujourd'hui. Soyez exemplaires. Merci. En 1936, Jean Zay sera candidat aux élections législatives pour le renouvellement de son mandat de député dans la première circonscription du Loiret, celle d'Orléans. Au terme de cette campagne électorale, il sera réélu député du Loiret et sera nommé quelques semaines plus tard ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement de Front populaire de Léon Blum. Dans la petite équipe qui entourait le candidat Jean Zay lors de cette campagne électorale, il y avait une jeune étudiante, séduite par la force de conviction, l'enthousiasme, la modernité et l'attachement de Jean Zay à la République. Cette jeune étudiante dira de cette époque « J'ai gardé de Jean Zay et de l'époque du Front populaire des souvenirs très forts. Cela correspond à des expériences qui ont été marquantes pour moi lorsque, jeune adulte, s'exprimait mon besoin de vie militante. C'est au printemps 1936 que j'ai connu Jean Zay. Je fréquentais deux milieux très différents pour satisfaire à la fois mon goût de l'action et mon besoin de relations sociales. Cette jeune étudiante se fera quelques années plus tard un nom et deviendra une référence, qui deviendra une référence, et qui aujourd'hui est un nom qui a une connotation évidemment républicaine. Elle deviendra, comme elle le voulait, une femme d'action, une femme de conviction, une femme qui résiste. Elle aimait d'ailleurs à rappeler que le verbe résister doit toujours se conjuguer au présent. Elle deviendra enseignante et comme Jean Zay, elle attachera une grande importance à l'école, au savoir et à la transmission des valeurs.
Comme Jean Zay, aujourd'hui, on ne compte plus les établissements scolaires qui portent son nom. Lucie Aubrac gardera toute sa vie le souvenir à la fois ému et vif de cet engagement militant auprès de Jean Zay, mais aussi la personnalité de cet homme qui était animé de profondes et sincères convictions républicaines et humanistes. Il y a quelques mois, elle était ici, dans ce square des grands principes républicains. Elisabeth Elfer Aubrac, la fille de Lucie Aubrac, était venue dévoiler à quelques mètres d'ici les portraits de Lucie et de Raymond. Ceux qui étaient présents lors de cette cérémonie se souviendront de l'émotion qui fut la sienne en parlant de ses parents. Nous avons ainsi découvert une femme de conviction et une femme de cœur, comme l'était Lucie Aubrac. Elisabeth Elfer Aubrac aurait souhaité être aujourd'hui à vos côtés, chère Hélène, pour rendre hommage à Jean Zay. Il se trouve que des engagements pris de longue date ne lui ont pas permis d'être ici et d'assister à cette cérémonie. À sa demande, je dois vous transmettre toute son affection et vous traduire le respect et l'estime qu'elle porte à votre père et aux valeurs qui sont les vôtres. Mais je crois qu'elle traduira mieux que moi les sentiments qui sont les siens. Hélène, chers amis, vous voici réunis dans cet espace magique des forces qui s'unissent pour que vivent et s'expriment les grands principes républicains. Je ne puis être parmi vous, mais mon cœur est là. Par la volonté de la municipalité de Arès, s'est construit ce lieu, à ma connaissance, unique en France, où se retrouvent les évocations de femmes et d'hommes hors du commun. Ils illustrent ce qui fait que nos convictions passeront toujours avant l'égoïsme et la xénophobie. Il est des circonstances qui marquent les destinées et qui permettent aux individus de se construire avec force dans l'affirmation de leurs idéaux. La rencontre de ma maman, Lucie Aubrac, avec l'humaniste lumineux Jean Zay a été de cet ordre. Jean Zay a permis, par sa volonté de progrès social, par ses décisions pédagogiques révolutionnaires, par sa culture et son courage politique pétri d'honneur, de forger des esprits, certes déjà engagés, mais en quête d'objectifs clairs. Nous avons devant nous des exemples de vie qui sont et seront toujours l'expression vivante de l'optimisme, non pas béat, mais constructif. Prévoir l'avenir en sachant opposer un non ferme au diktat du conformisme et de son cortège de lâcheté, et en sachant dire oui à l'effort de l'intelligence éclairée pour un monde de justice sociale et de paix. Hélène, nos parents sont réunis. L'honneur d'être conviés à cette cérémonie nous oblige et me permet de te saluer très fraternellement. Elisabeth Elfer Aubrac. Nous procéderons dans quelques instants au dévoilement du portrait de Jean Zay. C'est M. Ronan Léostic, sous-préfet d'Arcachon, M. François Hollande, ancien président de la République, parrain du portrait de Jean Zay, Mme Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean Zay, marraine du portrait de Jean Zay, et M. Xavier Daneil, maire d'Arès, qui procéderont à ce dévoilement. C'est un grand malheur pour le pays tout entier qu'il ait été sacrifié à l'aube de la libération. Il aurait été l'un des meilleurs, l'un des animateurs d'une génération qui en a trop été privée. Ceux qui l'ont assassiné ont porté un coup non seulement à ceux qui l'ont aimé, mais au pays tout entier. Ce sont les mots de Pierre Mendès France, l'ami fidèle, que nous allons entendre maintenant et qui nous conduiront au dévoilement du portrait de Jean Zay. C'est un grand malheur pour le pays tout entier qui ait été sacrifié à l'aube même de la libération. Il
aurait été l'un des meilleurs, l'un des animateurs d'une génération qui en a trop été privée. Ceux qui l'ont assassiné ont porté un coup non seulement à ceux qui l'ont aimé, mais au pays tout entier. Mesdames, Messieurs, Monsieur Janzé. Intervention de M. François Hollande, ancien président de la République, parrain du portrait de Janzé. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire, chère Hélène, et bien sûr
toutes celles et tous ceux qui sont rassemblés ici, en leurs différents grades et qualités, et la population d'Arès venue nombreuse. Monsieur le maire, en vous écoutant, je me posais cette question. Comment se fait-il que je ne sois pas venu à Arès plus tôt? Comme président de la République, j'y avais toute ma place, compte tenu de la qualité de cette commune, de son climat exceptionnel, qui m'aurait d'ailleurs évité de subir la pluie partout où je me suis déplacé. Donc vous direz à tous vos prédécesseurs, encore vivants, que je regrette vraiment qu'il n'ait pas eu cette pensée pour me permettre de venir découvrir l'une des plus belles communes de France. Sans doute la plus belle, mais je ne veux pas trop avancer, du bassin, parce que je veux être invité aussi ailleurs. Et je sais combien ici, il y a eu à la fois cette douleur de voir une partie de la commune ravagée par les flammes, mais aussi cette fierté de pouvoir montrer que la population a tenu bon dans cette période si difficile de l'été dernier, et avec, on en a eu ici la manifestation, l'intervention particulièrement efficace des services d'incendie et de secours. Mais cette commune est très fière d'être là, plantée autour du bassin, et avec cette volonté de recueillir autant qu'il est possible de touristes pendant certaines périodes, et de leur montrer aussi que cette commune n'est pas simplement un temps de loisirs, mais un temps aussi de culture. C'était ce que vous avez voulu faire à travers également cette initiative qui a été prise par le conseil municipal d'Arès, d'ouvrir un jardin et de pouvoir y poser les figures de notre République, à travers les principes qui la fondent. En réalité, tous ces principes, toutes ces valeurs n'ont de sens que s'il y a à la fois des personnes pour les incarner et aussi une transmission. Ce qui compte, c'est non seulement de saluer les grands acteurs, les grandes actrices de ce qu'a été la formation de la République, mais c'est aussi d'appeler les jeunes générations à prendre leur part maintenant dans la conquête, car la République n'est jamais figée, elle n'est jamais immobile, elle se construit chaque jour dans des luttes, dans des batailles, et qui ensuite font des libertés. Chaque président de la République doit d'ailleurs contribuer à faire avancer la liberté. Et dans les grandes lois de la République, il y a toujours eu cette affirmation, un temps, à travers une élection, celle d'un président de la République, qu'il y aurait de nouveaux temps pour les libertés. Que ce fut avec la loi Veil sur l'IVG, et je sais que vous avez eu à cœur de saluer aussi cette contribution, que ce fut avec François Mitterrand pour l'abolition de la peine de mort, ou lorsque moi-même, élu président de la République, j'ai fait voter la loi sur le mariage pour tous et l'adoption. Il y a toujours l'idée que la République est vivante et qu'elle n'est pas simplement un culte qui d'ailleurs ne pourrait pas mobiliser les jeunes générations. On n'est pas simplement dans le récit, on est dans le futur. Qu'est-ce que l'on peut faire de plus, de mieux pour la République? Alors aujourd'hui, c'est autour de la figure de Jean Zay que nous nous réunissons. Une figure pas forcément aussi connue que d'autres, parce qu'une vie courte, à peine 40 ans, et une vie qui a été intense, puisque élu à peine 27 ans, ça a été rappelé, devenu ministre à peine 32 ans, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. C'était les noms que l'on donnait à l'éducation nationale et à la culture à l'époque, et que Jean Zay a considérablement transformé. Il ne s'agissait plus simplement d'instruire, il s'agissait d'éduquer. Il ne s'agissait pas simplement de faire partager les beaux-arts, il s'agissait de donner à la création culturelle toute sa place. Et c'est ce qu'a fait Jean Zay en quelques années. Il peut y avoir des personnalités qui restent très longtemps au pouvoir, sans que l'on retrouve une trace, et d'autres qui vont rester quelques années et qui vont transformer le pays.
Et Jean Zay fait partie de ces caractères-là où, préparé de longue date à servir la République, devenant élu très jeune, il a eu des responsabilités imminentes pendant la période du Front populaire et même au-delà. Et quand il a été rappelé tout ce qui avait été son œuvre comme ministre de l'Éducation nationale, appelons-le ainsi maintenant, c'est en réalité la démocratisation de l'école. C'est de faire accéder le plus grand nombre, non pas simplement à l'école élémentaire, mais au collège, au public, au lycée, puisque c'est lui qui a fait les 3 degrés de l'éducation nationale qui valent encore aujourd'hui. Faire que les programmes puissent être les mêmes pour tous, faire que l'enseignement professionnel puisse être reconnu, faire qu'il puisse y avoir le sport à l'école, qu'il puisse y avoir la culture à l'école, la médecine à l'école. Est-ce qu'on a été finalement suffisamment, nous les héritiers de Jean Zay, suffisamment audacieux pour prolonger et poursuivre ce qu'il avait entrepris? Et puis, il a eu aussi, comme ministre de la Culture, à inventer, car la République, c'est une invention. Les droits d'auteur, qui peuvent paraître aujourd'hui une évidence, que chaque créateur puisse être payé pour rémunéré pour son œuvre, eh bien c'est à Jean Zay que l'on doit cette invention des droits d'auteur qui valent maintenant pour l'Europe tout entière. Ce n'est que d'ailleurs une délibération récente du Parlement européen qui l'a permis. Il a eu aussi à faire que le CNRS puisse être créé, c'est-à-dire une grande institution de recherche publique. Donc on sait combien la recherche fondamentale, notamment quand on a traversé la crise sanitaire, a été en définitive essentielle. Et puis, il avait même inventé le festival de Cannes. Je regrette que Julie Gaillet ne soit pas là, parce qu'elle pourrait, allant à Cannes, dire que si elle marche sur le tapis rouge, c'est qu'aussi, parce que Jean Zay en avait eu l'idée. Le festival de Cannes était prévu pour l'année 1939, pour l'année 1940. La guerre l'en a empêché, et donc c'est au lendemain du second conflit mondial que le festival de Cannes, peut-être que beaucoup d'artistes ne le savent pas, a été ouvert grâce à Jean Zay. Ce qui, d'ailleurs, fait qu'il y a une influence de la France sur le monde cinématographique très grande, et que ce qui fait la force de la France, au-delà de la beauté de ses paysages, du tourisme, nous sommes une grande nation touristique, mais nous sommes une grande nation culturelle. Et finalement, notre identité, c'est celle de la culture et aussi des valeurs que nous portons. Et puis il a même inventé l'ENA. Vous vous rendez compte jusqu'où il était allé? Dommage qu'on ait supprimé cette école, parce que c'était aussi celle qui permettait à des élèves qui étaient parmi peut-être les plus talentueux, pas tous, mais qui avaient pas forcément été dans les écoles de la République les plus prestigieuses, d'aller vers la formation de la fonction publique et qui permet justement d'avoir un État qui puisse être impartial et efficace. Donc voilà ce qu'est la personnalité de Jean Zay, c'est-à-dire à la fois un fidèle de la République, mais aussi un inventeur, un prescripteur de ce que vont être les lois futures. Et je crois que c'est ça qui fait le sens de votre jardin ouvert au principe de la République, c'est-à-dire de montrer que nous ne sommes pas simplement dans la vénération, que nous sommes dans l'inspiration. Nous devons tous penser qu'il y a encore des belles pages à écrire pour la République. Aujourd'hui, il y a des périls qui menacent la République. Périls extérieurs, quand il y a le retour de la guerre, des dictatures, des régimes autoritaires, qui pensent que la démocratie n'est pas forcément le système qui doit valoir sur l'ensemble de la planète. Il y a des droits et des libertés qui sont amputés, des femmes en Iran qui sont obligées de sacrifier leur vie pour simplement ne plus porter un voile. On voit qu'il y a aussi le risque de l'escalade nucléaire, toujours possible. Donc nous sommes devant ces menaces-là, comme il en existait au moment de l'entre-deux-guerres et où on voyait des régimes autoritaires profaner les libertés. Et puis nous avons aussi des défis intérieurs. Est-ce que nous voulons toujours faire prévaloir la démocratie? Est-ce que nous y croyons encore au vote? Est-ce que nous pensons que c'est la participation qui va permettre que nous puissions nous élever? Est-ce que nous ne sommes pas tentés, on le voit bien, par les divisions,
par les séparations, par les défiances que nous avons les uns par rapport aux autres, alors que la République, c'est la nation unie, rassemblée. Bien sûr, avec les clivages. Heureusement qu'il y a des clivages. Heureusement que nous ne sommes pas d'accord. Même si je trouve que ça serait mieux si c'était entre la droite et la gauche, comme au beau temps de la République, que ça se faisait. Et donc, il va falloir aussi réinventer des procédures, des participations citoyennes, mais continuer à défendre le vote, la participation citoyenne, le suffrage. Parce que s'il n'y a pas à un moment le vote, comment exprimer sa voix? Comment faire les changements nécessaires? C'est la raison pour laquelle Jean Zay, lui, s'était engagé très tôt dans l'acte électoral en devenant très jeune élu. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça le sens que je voulais donner à cette cérémonie, en félicitant encore la commune d'Arès, qui n'est pas simplement une commune du bassin d'Arcachon, qui est une commune républicaine, pleinement républicaine, et de voir que nous avons toujours cette volonté de rappeler l'histoire, mais d'en tirer les leçons. L'histoire, elle est faite pour que nous puissions ne pas répéter les erreurs et être à la hauteur des gloires qui ont pu être celles de nos héros républicains. Alors enfin, maintenant, il y aura donc deux grands lieux dans la République, le Panthéon et Arès. Ceux qui n'arriveront pas à rentrer au Panthéon tenteront d'aller dans le jardin d'Arès. Et même celles et ceux qui ont pu entrer au Panthéon, puisque ça a été également évoqué, j'avais pris cette décision comme président de la République de faire entrer au Panthéon 2 hommes et 2 femmes, par un principe de parité. C'est jamais facile de choisir entre les hommes et entre les femmes. Et donc, Jean Zay fut un de ces 2 hommes avec Pierre Brossolette. Et puis, il y a eu 2 femmes, Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon. Là aussi, pas parmi les plus connues, mais celles qui s'étaient engagées dans la résistance très tôt et qui avaient aussi poursuivi leur engagement. Geneviève de Gaulle, comme Germaine Tillon, s'était mobilisée pour les populations les plus fragiles. Vous vous souvenez, Geneviève de Gaulle, c'est elle qui avait inventé un décarmonde, aller vers les plus miséreux, et Germaine Tillon vers les populations qui étaient en Afrique les plus soumises à toutes les oppressions. Et aujourd'hui, donc, ces 4 personnes avaient été invitées à entrer dans leur dépouille au Panthéon, et toutes ne sont pas aujourd'hui ici dans le square. Alors, d'autres qui ne peuvent pas rentrer au Panthéon, pas encore, vont vouloir absolument, leur famille en tout cas, insister pour qu'elles aient leur place ici dans le square. Eh bien, c'est bien qu'il y ait des lieux comme ça où on ne rentre pas au Panthéon si facilement. Alors que à Arès, on peut bénéficier du bassin d'Arcachon et avoir un regard pour Jean Zay et pour d'autres. Donc, heureux soient ceux qui, ici, sont représentés dans le square des principes républicains d'Arès. Merci. Elle aura toujours été présente dans les bons et les mauvais moments de la vie de Jean Zay. Madeleine Zay restera l'épouse admirable et digne qui rendra visite à son époux tous les jours dans sa cellule de la prison de Riom. La petite histoire, qui rejoint souvent la grande, veut que ce soit dans le fond de votre landau de petite fille, chère Hélène, que sortiront de prison les feuillets écrits de la main de votre père et qui deviendront les pages de son livre Souvenirs et solitude. Votre mère reconstituera dans cette prison une sorte de cellule familiale. Après la guerre et jusqu'à la fin de sa vie, elle mènera le long et difficile combat de réhabilitation et du devoir de mémoire. Elle obtiendra que soit rendu à Jean Zay sa réhabilitation et son honneur. Madeleine Zay nous a quittés en septembre 1991 à l'âge de 85 ans. Nous ne pouvions évoquer Jean Zay sans y associer Madeleine, notre maman.
Le 19 juin 1944, veille de sa mort, Jean Zay lui écrira une dernière lettre, sa dernière lettre. Elle est celle d'un homme qui croit en l'avenir, qui est confiant et plein d'enthousiasme. Lecture de la dernière lettre de Jean Zay par Madame Anne Chéniaud, adjointe au maire d'Arès. Sa dernière lettre, 19 juin 1944. Voici la dernière étape, celle qui sera brève et au bout de laquelle nous nous retrouverons unis et tranquilles dans notre bonheur avec nos filles. Elle était inévitable. Il faut la supporter avec courage et confiance, avec une certitude entière et une patience inébranlable. Ainsi je ferai, même loin de toi, même sans nouvelles. Chacun de nous restera plus près que jamais de la pensée de l'autre et lui inspirera à distance toute sa force. Je te confie mes filles et sais comment tu les garderas. Je te confie papa. Dis-lui surtout de n'avoir aucune inquiétude d'aucune sorte. Tu le rassureras pleinement ainsi que Jacqueline. Je pars plein de bonne humeur et de force. Je n'ai jamais été si sûre de mon destin et de ma route. J'ai le cœur et la conscience tranquilles. Je n'ai aucune peur. J'attendrai, comme je le dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de vous retrouver tous. À bientôt, Jean Zay. Intervention de Madame Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean Zay, marraine du portrait de Jean Zay. Pardon, mais j'ai toujours beaucoup de mal à intervenir après la lecture de cette lettre. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président, Charles-François Hollande, Monsieur le maire, et pardonnez-moi de ne pas énumérer tout le monde, ça a été fait, je salue tout le monde, je salue toute la population d'Arès qui est là, et en particulier les jeunes, au sein du Conseil municipal des jeunes, qui est, je crois, une institution extrêmement importante, en tout cas à mes yeux. Je dirais simplement quelques mots. En cet instant, de même qu'il y a quelques années devant la tombe de mon père, entré au Panthéon sur votre décision, Monsieur le Président, ce dont je vous remercie une nouvelle fois infiniment. Je ne peux m'empêcher de penser aux prisonniers de Vichy, cible, dès son entrée en politique, de la haine politique et antisémite, l'une et l'autre se nourrissant mutuellement et se renforçant mutuellement. Haine, devenue meurtrière à la faveur de la défaite. Rappelons-nous la divine surprise de Charles Maurras. L'une des premières cibles de Vichy, il fut l'objet d'un procès infâme, ça a été rappelé, qui visait à le déshonorer, le condamnant à la même peine, mot pour mot, que celle de Dreyfus, la déportation à perpétuité et la dégradation militaire, peine qui comprenait, entre autres, ainsi que l'écrit Anne Simonier, la mort civile, c'est-à-dire la privation de tous ses droits civils et familiaux. Je pense également à ce corps que des chasseurs ont retrouvé au fond d'un petit ravin en haute montagne près de Cussé, en 1946. Ce corps sans identité est donc enterré anonymement à Cussé, avant qu'on apprenne 2 ans plus tard que ce corps était celui de Jean Zay, assassiné parce que ministre du Front populaire, juif, franc-maçon, partisan dès le début de la résistance à Hitler, anti-munichois, violemment hostile à l'armistice, bref, résistant avant l'heure, ainsi que l'écrit Antoine Pro, y compris en prison. Et c'est le titre, Monsieur le Président, que vous avez bien voulu donner à ces 4 dont vous avez rappelé la mémoire, l'esprit de résistance. L'esprit de résistance qui montre qu'on peut aussi résister à sa façon en prison quand tous les moyens vous ont été retirés. Je pense aussi à toutes ces longues années où sa mémoire a été enfouie,
parce que notre pays ne voulait pas, ne savait pas se souvenir de ce qui fut à son déshonneur, c'est-à-dire la collaboration, et donc de ses victimes, préférant célébrer ce qui était à son honneur, c'est-à-dire la résistance. Long silence de la mémoire, ressenti douloureusement par beaucoup. Nouvelle injustice, cette fois-ci, mais injustice de la mémoire. Le voici aujourd'hui honoré dans une commune de France, une parmi d'autres, une belle commune de France, peut-être la plus belle, comme il le fut solennellement naguère par la nation au Panthéon, honoré comme incarnation de la République, ainsi que vous l'avez dit, Monsieur le Président, ce jour-là. Vous avez dit dans votre discours, Jean Zay, c'est la République. Cette phrase-là, je ne suis pas prête de l'oublier, elle me résonne toujours aux oreilles. Et je veux vous remercier, Monsieur le maire, de la faire vivre ici même, dans votre commune, par la présence de son portrait dans ce square, avec d'autres grands républicains. Car le passé, celui qui nourrit et féconde notre présent, ne vit dans la mémoire des hommes que grâce à ceux qui s'engagent pour elle. Je crois également que, quoi qu'on en dise, la mémoire a besoin d'être inscrite dans l'espace public, dans des lieux qui lui sont dédiés, comme ici, par des plaques, par des stèles, parfois même des pavés. Je pense aux pavés de la mémoire qu'on trouve dans certaines villes d'Europe. Là où chacun peut la rencontrer et l'approfondir. Passant, souviens-toi, tel était le titre d'un livre paru en 1995, signé Serge Barcellini et Annette Vivorca. Ce combat de la mémoire, que je préfère à la formule devoir de mémoire, ce combat de la mémoire, j'ai la conviction qu'il n'est et ne sera jamais gagné, quoi qu'en pensent certains, et qu'il est toujours d'actualité. Les démons étant toujours prêts à renaître dans notre pays, certes sous des formes nouvelles que certains peinent à reconnaître, mais toujours menaçants, voire mortels pour nos libertés, pour notre République et donc pour l'avenir de tous et toutes. Merci donc encore une fois à vous, maire de Larez, aux habitants qui sont ici, de faire vivre cette mémoire qui, je crois, a toujours beaucoup à nous dire et qui résonne singulièrement dans notre présent. Intervention de M. Ronan Léostic, sous-préfet d'Arcachon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Madame la conseillère départementale, Madame Moucharzé, Monsieur le maire, et avec vous, permettez-moi de saluer l'ensemble de vos équipes municipales, administratives, techniques, logistiques, que j'ai plaisir à retrouver ici, ce matin. Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers des forces de sécurité intérieure, Mesdames et Messieurs les dignitaires des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs ici présents en nombre, Mesdames et Messieurs, pour mon épouse et moi-même, c'est un véritable plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans ce square des grands principes républicains, afin de saluer avec force et admiration le legs de ces femmes et hommes qui, par leur amour de la nation, par leur engagement infatigable, ont renforcé l'éclat de la République. Je souhaitais, si vous me le permettez, de vous remercier, Monsieur le Président, pour votre présence, qui nous honore tous, tout comme la vôtre, Madame Moucharzé, qui donne à cette belle cérémonie un caractère solennel, mais familial aussi, ce qui nous oblige tous. Permettez-moi également, cher Monsieur le maire, de cette si belle ville d'Arès, de vous dire ô combien j'ai la chance d'être sous-préfet de ce très très bel arrondissement d'Arcachon, composé de 17 si belles communes, dont celle d'Arès.
ainsi que donc l'ensemble de vos équipes, de vous remercier à nouveau pour l'organisation de ces événements successifs dont j'ai plaisir à assister autant que je le peux. Permettez-moi cette occasion d'excuser Monsieur le Préfet qui n'a pas pu être présent parmi nous et qui met en lumière toutes ces valeurs républicaines portées par ces femmes et hommes d'État. Nous en sommes et nous devons au quotidien nous en montrer dignes. Aujourd'hui, le portrait que nous dévoilons est celui d'un grand homme, Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale du Front populaire. Jean Zay était un intellectuel, un homme politique remarquable et un humaniste, ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de notre pays, dont l'héritage continue d'inspirer et d'influencer la France aujourd'hui. Il a consacré sa vie à l'enseignement considéré comme un véritable pilier, à la défense des droits de l'homme et à la promotion de la culture. Ses réalisations sont nombreuses. Il est à l'origine de la création de nouvelles écoles, ayant développé des programmes éducatifs novateurs, soutenu la formation des enseignants et privilégié une sélection au mérite plutôt que par l'origine sociale. En avance sur son temps, il a également été un ardent défenseur de la laïcité, de l'égalité des sexes et de l'ouverture à la diversité culturelle. Et d'ailleurs, comme le disait fort justement Jean Zay, je cite, « Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas. » À une période de notre histoire où les discours parfois haineux et racistes s'affichaient, Jean Zay rappelait l'importance de remettre les droits de l'homme et l'acceptation de l'autre au cœur de nos valeurs. Jean Zay était également un fervent défenseur de la laïcité. Cette notion était pour lui un élément clé de notre République, notamment au travers de mesures importantes telles que l'obligation de l'enseignement de la morale laïque, afin que ces valeurs républicaines soient transmises à tous les élèves, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion. En tant que ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay a initié de nombreuses réformes ambitieuses visant à démocratiser l'éducation, à donner à chaque enfant la possibilité de s'émanciper, de s'affirmer, d'être soi-même, de se donner tout simplement les moyens de réaliser ses rêves par le développement de son potentiel. Et parce que la culture est un axe de lutte contre l'obscurantisme, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, et l'ignorance, Jean Zay a également joué un rôle clé dans le développement d'actions culturelles fortes, d'événements majeurs, comme cela a été rappelé avant moi, en particulier le Festival de Cannes, mais bien d'autres actions, bien entendu. Mais l'héritage de Jean Zay va bien au-delà de ses réalisations politiques et culturelles. C'était un homme qui croyait en la valeur de chaque être humain. Il croyait en la capacité de l'éducation à transformer la société, à briser les barrières de l'ignorance et de la peur. Son engagement pour la France et ses valeurs ont malheureusement un prix tragique. Arrêté en 1940 par les autorités de Vichy pour ses idées progressistes, il a été emprisonné, torturé, lâchement assassiné en 1944. Jean Zay est un héros national, une figure qui incarne les valeurs de la France dans les moments les plus difficiles de son histoire. Son sacrifice ultime pour la liberté, l'égalité et la fraternité et la défense de la laïcité est un rappel de la nécessité de protéger et promouvoir ces valeurs aujourd'hui. Ces valeurs de résistance, cette vision de la liberté, ce sont encore nos combats d'aujourd'hui. Ceux de cette lutte contre l'obscurantisme, nos priorités de porter à la connaissance de tous, et notamment auprès des plus jeunes. Je salue moi également le Conseil municipal des jeunes, ici comme ailleurs, très mobilisé. L'histoire est notre passé pour mieux construire l'avenir et mieux préserver notre si belle France. Le courage et le sacrifice de Jean Zay, comme ceux de tant de femmes et hommes d'État ou d'anonymes, ces résistants, permettez-moi d'avoir une pensée très personnelle pour le grand-oncle de mon épouse, fusillé à 17 ans parce qu'il résistait pour la France, sont source d'exemplarité pour notre génération
et celle à venir. Et nous pouvons, nous devons tous nous en inspirer. Car le courage civique, c'est aussi défendre avec ténacité dans un monde troublé les valeurs humanistes de paix, de tolérance, de solidarité et de fraternité. C'est aussi refuser la violence et la combattre sous toutes ses formes. C'est pour ces raisons que nous sommes ici, réunis pour dévoiler le portrait de Jean Zay et aussi honorer la mémoire de tous ceux qui, malgré leurs différences sociales, religieuses ou politiques, ont donné leur vie pour défendre notre liberté et les droits humains. Je suis honoré de compter parmi nous aujourd'hui Monsieur François Hollande, parrain du portrait de Jean Zay, et Madame Hélène Mouchard-Zay, fille de Jean Zay et marraine du portrait de Jean Zay. Et je suis très honoré, mesdames et messieurs, de vous voir ici, nombreux, avec l'émotion qui vous caractérise. Je suis de tout cœur, évidemment, avec vous, et heureux et fier d'être présent aujourd'hui pour cette belle cérémonie. En célébrant la vie et l'héritage de Jean Zay, nous reconnaissons la valeur de ses idées et son dévouement pour la France. Nous nous engageons à continuer son combat pour la liberté, l'égalité, la fraternité, afin de garantir un meilleur avenir pour tous. Son engagement pour la laïcité doit tout autant nous inspirer et nous rappeler l'importance de protéger cette valeur, l'un des fondements de notre République. Nous sommes tous des héritiers de Jean Zay. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Nous avons la responsabilité de poursuivre sa vision humaniste et de continuer à lutter pour les valeurs qu'il a défendues. En honorant sa mémoire aujourd'hui, nous nous engageons à construire un futur meilleur pour nous-mêmes et les générations à venir. Et pour conclure, comment ne pas se souvenir de cette citation si actuelle de Jean Zay? Je cite: « Donner à la jeunesse assez de doctrines offensives, assez de convictions intangibles, assez d'impératifs, assez d'armes pour affronter les dangers d'une époque, pour défendre par tous les moyens l'héritage de nos libertés. » Mesdames et messieurs, cette citation de Jean Zay résonne en nous. Nous la faisons nôtre, ici à Arès et partout ailleurs. Résister, toujours et encore résister. La vraie victoire, mesdames et messieurs, c'est celle de vouloir vivre et construire ensemble, riches de nos différences. C'est ainsi qu'a été bâtie la France. Puisse enfin le souvenir de tous ceux qui sont morts pour la France, qui ont combattu pour notre liberté, rappeler à tous nos concitoyens, jeunes et moins jeunes, que la paix extérieure et intérieure ne peut être maintenue sans vigilance, sans engagement et sans courage. Vive Arès, vive l'arrondissement d'Arcachon, vive la République et vive la France. En mémoire de Jean Zay, de ce qu'il fut et de la trace qu'il laisse, en mémoire de Madeleine Zay, son épouse, je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence.
salués au porte-drapeau par M. Roland Lehoustic, sous-préfet d'Arcachon, M. François Hollande, ancien président de la République, Mme Hélène Moucharzet, M. Xavier Danet-Merlarès et les autorités civiles et patriotiques. Merci d'être là à nouveau. Merci beaucoup, messieurs, dames. Sont les meilleurs, sont les meilleurs. Merci à vous, à la fois la parole. Oui, oui, j'espère bien. Allez, merci. Merci encore d'être là. Toujours dans le vent. Dans le vent et dans C'est toujours le choc. Commandant. Adieu, amis. Oh, félicitations. Magnifique, magnifique, la gendarmerie. Salut aussi. J'ai des larmes. Chef. Commandant. Messieurs, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'après, avant de sortir à la retraite, j'ai essayé de trouver un endroit à Bordeaux. Veuillez regagner votre place. Il a servi à tout. Le problème, c'était par rapport à l'Elfe. D'accord. C'était pardon. C'est fini ? Dédicace du livre d'or de la ville d'Arès par M. François Hollande et Mme Hélène Moucharzet. Alors moi, je fais un appel à l'avortement. Ça veut venir, Elle adore ça. Et oui, je sais bien que...
ça, ouais. Et non. Non, oui, bien sûr, je peux les trouver. Voilà, oh là. Mesdames et messieurs, avant de conclure cette cérémonie, nous avons instauré une petite tradition. Madame Hélène Moucharzé, je vais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir venir me retrouver. Donc voilà, au-delà, donc, Monsieur le Président, peut-être que vous n'aurez pas le droit aux fleurs. Non, mais Madame... Donc le plus tard possible, effectivement. Alors on a instauré également une tradition dans ce square. Tout d'abord, permettez-moi de vous remettre la médaille de la ville d'Arès gravée à votre nom. Petit souvenir de notre ville. Et c'est un square qui se veut pour mettre en exergue ces grands principes républicains, la liberté, l'égalité, la fraternité. Et effectivement, Marianne représente notre République. Et donc permettez-moi en souvenir de vous remettre cette Marianne, symbole de notre République. Monsieur le Président, donc hormis les fleurs, je suis navré, mais je ne vois pas pourquoi d'ailleurs on n'offrait pas des fleurs à un homme. Hein. La médaille de la ville d'Arès. Et alors je ne sais pas si vous faites la collection des Mariannes, mais je pense que vous devez en avoir quelques-unes. Et vous aurez au moins celle de la plus belle ville du bassin d'Arcachon, c'est Arès. La plus belle des Mariannes. Donc, pour conclure définitivement, je vais vous annoncer les deux prochaines dates, qui est le 27 mai, pour faire rentrer dans ce lieu symbolique Dreyfus et Zola. Et au mois de juin, nous aurons le plaisir d'accueillir là aussi le portrait d'une femme, maintenant d'une femme, en la personne de Simone Veil. Jean Zay. Jean Zay rejoint aujourd'hui ce square des grands principes républicains. Il y est associé avec la valeur de l'égalité. Puissions-nous, de temps à autre, nous retourner sur le parcours et le portrait de cet homme pétri d'idéal républicain. Il a écrit, lui aussi, comme celles et ceux dont les portraits sont apposés dans ce square, les plus belles pages de la République et les plus belles ambitions pour l'école de la République. C'est sur le temps des cerises, qui symbolise tout à la fois l'amour, la tolérance et le combat, ces engagements qui furent ceux de Jean Zay, que nous clôturons cette cérémonie. Vive l'égalité, vive la République, vive la France.
les cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, qu'en cueillant, rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.